Tricherie, art de transcender les règles pour bénéficier d'un avantage. On peut la rencontrer notamment dans le sport, dans la vie courante et bien sûr à une table de jeu. Lorsqu'un tricheur est identifié, la sanction est immédiate. Magie, art de transcender les règles pour divertir. Originaire de la rue, on la trouve maintenant sur scène, dans les cabarets et dans les théâtres. Lorsqu'un magicien est identifié, le réel se transforme. Valet, dame, roi, as de pique, Ken flush royal. Tout le monde rêverait de pouvoir faire ça à une table de poker, n'est-ce pas? Bonsoir, je m'appelle Maurice Douda, je suis artiste illusionniste et spécialisé dans les techniques de cartes à jouer. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de quelqu'un qui a eu un destin exceptionnel, monsieur Richard Marcus. Ça, oui, ça vous dit rien, hein? C'est normal. Un tricheur de savoir rester discret. Il a effectivement triché durant 25 ans dans les plus grands casinos du monde. Il a amassé plus de 5 millions de dollars. C'est effectivement le plus grand tricheur de tous les temps. Mais voilà comment tout a commencé. Fermez les yeux, imaginez, nous sommes en 1969. C'est une grande année pour les États-Unis. Le premier homme marche sur la Lune. C'est la sortie du célèbre film Easy Rider. Eh bien, cette année-là va être décisive pour le jeune Marcus, mais pour bien d'autres raisons. Il ne le sait pas encore. Il a alors 11 ans, il vit à Brooklyn, et tous les jours, en rentrant de l'école, il donne un coup de main à son père qui gagne sa vie durement dans le drugstore familial. Il est maintenant assez grand pour qu'on lui confie la lourde responsabilité d'emporter tous les jours la recette de la boutique à la banque. Ce jour-là, le jeune Marcus part avec 188 $ en poche. Mais il ne sait pas que c'est maintenant que son destin va changer. À 200 mètres de la banque, un petit attroupement attire son attention. Un homme joue avec 3 cartes. Deux cartes noires, une carte rouge. Pour gagner, le jeu est extrêmement simple, il faut retrouver la carte rouge. Jouons ensemble. Je mélange une première fois, une deuxième fois. Tout le monde a suivi. Où est la carte rouge? Ouais, c'est facile, hein, vous avez vu, toujours au milieu. Vous sentez ce sentiment de puissance monter en vous en trouvant la bonne carte, hein? Ouais? Ouais? Un petit peu comme lorsqu'on arrive à monter son meuble Ikea tout seul, monsieur. Hein? Je peux vous dire que ça sent le vécu. Hein. Eh bien, le jeune Marcus ressent un sentiment de puissance monter en lui, en voyant l'un des badauds parier 100 $. Celui-ci trouve la bonne carte, la carte rouge, il double sa mise, il repart avec 200 $. Richard, voilà un moyen rapide et efficace de gagner de l'argent, mais il ne sait pas qu'il va être victime de l'escroquerie du bonneteau. Voilà comment ça se passe. Richard s'approche, prend la totalité de la recette, et il pose 3 billets sur le tapis. Dans 5 minutes, il en aura 6, il en est certain. Hé, petit, tu veux jouer? Ok, alors on y va. Regarde. Facile.
la noire. La rouge, l'autre noire. Je mélange. Alors, bonhomme, t'as suivi où est la rouge? Pour Marcus, c'est évident, la rouge est au milieu. Au milieu? Eh non, mon gars, perdu à une près, dis donc. Et c'est dommage, t'as l'air d'avoir l'œil. Eh, tu veux te refaire? Le jeune Marcus, voulant récupérer sa mise, pose à nouveau 2 billets sur le tapis. Ok, bonhomme, t'as compris le principe, hein? Faut suivre la rouge, allez, on y va. Regarde. Là, la rouge. Au milieu, une noire et l'autre noire. Alors, où est la rouge? Cette fois-ci, Marcus a suivi. Pour lui, la rouge est là. Ici? Eh non, encore perdu, mon gars. Et oh, c'est bien d'avoir les yeux, mais il y a dessus, faudrait avoir les oreilles. Je te l'ai dit, bonhomme. Je la mets toujours au milieu. Alors le jeune Marcus se promet d'être plus attentif. Et cette fois-ci, il pose un billet de $50. 50. Hey, bonhomme, tu t'accroches et ça me plaît. Allez, regarde. Tu te souviens, je mets la rouge au milieu, ok? La rouge, la noire, l'autre noire. Alors, au milieu? Eh non, encore perdu. Et tu l'as pas vu venir celle-là. C'est bien d'avoir les yeux et les oreilles, mais il y a des fois, il faudrait aussi avoir du flair. Je te l'ai dit, bonhomme, parfois, je la mets de côté. Alors le jeune Marcus est complètement désespéré. Un peu comme vous d'ailleurs, hein? N'est-ce pas? Il ne lui reste plus qu'un seul billet, un billet de $100. Mais il se dit que s'il arrive à suivre le coup qui vient, il peut récupérer sa mise et bien plus encore. Alors il pose son billet sur le tapis. Ok, bonhomme. Comme t'es sympa, ben regarde. Je vais être gentil avec toi. J'enlève une carte noire, là. Mais fais très attention à la rouge, je te préviens. Marcus hésite un instant. Et il pose son billet. Ici, vérifions ta théorie. Ouais, elle est pas là. Elle est pas là non plus. Je te l'ai dit, bonhomme, je la mets toujours de côté. Eh, tu m'écoutes pas ou quoi? Dis, tu sais, moi je suis pas un arnaqueur. L'homme part alors rapidement, laissant là le jeune Marcus seul, complètement abasourdi. Il vient de perdre en quelques minutes la totalité d'une journée de travail de son père. Et il sait très bien qu'en rentrant, la foudre paternelle va être terrible. Mais en revanche, un déclic se fait dans sa tête. Il se dit que si lui a perdu cette grosse somme d'argent rapidement, l'homme, lui, vient de la gagner tout aussi rapidement. C'est alors qu'il décide qu'il fera exactement la même chose et que sa carrière de tricheur va commencer. Fascinante histoire, hein, n'est-ce pas? On va y revenir. Alors, avant de continuer, je me posais la question de qui est sympathique dans cette salle. Voyons voir un petit peu. Oui, j'ai ma réponse, tout le monde. Oui, alors je ne dis pas ça parce que c'est dans mon texte. Hein. Enfin, même si en fait c'est dans mon texte, je vous rassure. Voyons voir. Monsieur, juste avec les lunettes là, oui, au deuxième rang. Oui, oui, votre prénom. Comment? Mathieu? Tenez Mathieu, oui, Mathieu, oui. Je vous confie cette enveloppe, Mathieu. Mathieu, en vous confiant cette enveloppe, je mets à rude épreuve votre instinct de curiosité. Durant tout le spectacle, vous allez vous poser la question, mais que contient cette enveloppe, n'est-ce pas? Seulement, il y a quelque chose d'inscrit sur l'enveloppe. Oui, donc ne l'ouvrez pas, hein, on est bien d'accord. Est-ce que vous pouvez lever le bras avec l'enveloppe, s'il vous plaît, Mathieu? Très bien, tout le monde voit l'enveloppe? Parfait, oui, il va rester comme ça durant tout le spectacle. Vous avez déjà vu le spectacle, vous? Non, ah, bon d'accord, vous doutiez. Si, non, Bruno. Oui, c'est ça, Bruno. Hein. Mathieu, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi Bruno. Ok, non, Mathieu, baissez le bras. Levez l'autre bras, s'il vous plaît, Mathieu. On fait faire n'importe quoi, Mathieu, c'est génial. Non, Mathieu, vous êtes le gardien de l'enveloppe, d'accord? Donc ne bougez plus, on reviendra sur l'enveloppe tout à l'heure. Alors la première des choses que notre ami Richard Marcus va faire, c'est de dérober un jeu de cartes comme celui-ci dans le drugstore de son père. C'est un bon début pour un tricheur, n'est-ce pas? Commence alors pour lui de longues heures d'entraînement. Il se dit que garder une carte sur le dessus du paquet, l'avoir toujours à portée de main pour se la distribuer au bon moment dans une partie, cela peut être très très intéressant. Mademoiselle, votre prénom?
Comment? Charlotte? C'est dingue ça. C'est vraiment Charlotte votre prénom? Incroyable. Non, vraiment. Non, je vous explique, messieurs, dames. En fait, je fais un rêve depuis des nuits. Je rêve qu'aujourd'hui, jeudi 20 juillet, j'aurai une Charlotte qui sera là, au premier rang, avant-dernier siège. Vous êtes venue exprès pour moi, Charlotte. C'est formidable. Charlotte, tenez, prenez une carte, s'il vous plaît, n'importe laquelle, allez-y. Alors, vous savez, je peux la voir, il n'y a aucun souci. Faites voir. Le 2 de carreau. Le 2 de carreau. Eh bien, désormais, Charlotte, ce 2 de carreau, il va vous représenter et il va porter votre prénom. Voilà. Je n'ai pas fait de faute. Quoi? Je vais sécher Charlotte. À l'âge de 10 ans, le jeune Marcus a une technique visible et hésitante, vous voyez. Visible et hésitante. Mais il n'a que 12 ans. En revanche, il arrive à ramener la carte sur le dessus du paquet. Avec le temps et l'entraînement, la technique devient de moins en moins visible. Pour un jour ressembler à de la vraie magie, messieurs, dames. Et devenir complètement invisible. La carte peut même être placée directement sous le paquet. Juste là. Eh bien, il arrive toujours à la ramener dessus. Et ce mouvement est tellement indécelable, tellement imperceptible à l'œil nu, je peux vous le détailler au ralenti. Image par image. Image par image, le mouvement est complètement indécelable. Et cela devient un réflexe pour Richard. Dès qu'il perd une carte dans le milieu du paquet, systématiquement, il la ramène dessus. Alors Richard réfléchit, se dit que c'est intéressant de garder une carte à portée de main, mais pas suffisant pour gagner beaucoup d'argent. Il s'entraîne alors à passer le jeu de cartes comme ceci sous ses yeux. Puis il repère ses futures victimes. Enfin, lors de quelques mélanges, il essaye de suivre leur déplacement. Et parfois, il arrive à couper dessus au bon moment. On doit pouvoir couper normalement sur l'as de cœur. Ou encore normalement pouvoir couper sur, logiquement, voilà, l'as de trèfle. As de carreau. Et le dernier as le plus beau. L'as de pique. Pique, cœur, trèfle et carreau. Alors c'est joli, n'est-ce pas ? Et vous êtes en train de vous dire, mais à quoi cela peut bien servir dans une véritable partie, n'est-ce pas ? Mathieu, vous avez toujours l'enveloppe ? Il est parti. Oui, vous pouvez répondre, vous avez le droit. Hein. Oui, je ne vais pas vous casser les mains à coup de marteau, vous inquiétez pas encore. Très bien. Mathieu, vous jouez un peu au poker ? Ok. C'est dommage, j'en aurais pu en parler après. Regardez bien, je perds les as comme ceci dans le jeu, d'accord, ok. On va imaginer une partie de poker autour de cette table. Combien de joueurs désirez-vous ? 2, 3, 4, c'est vous qui me dites. 4 joueurs, ok, très bien. Je serai le dealer. 1, 2, 3, quatrième main pour moi. C'est un poker fermé. Vous savez, le poker qui est très utilisé chez les tricheurs, quoi. Et surtout chez les gangsters. Voilà. Donc vérifions si vous êtes là, qu'est-ce que vous avez ? Alors, 2, 3, 7, 8, ça c'est rien, hein, c'est une paire de rien en fait. Si vous êtes là, c'est un carré de pas grand-chose. Et si vous êtes ici, ça c'est ce qu'on appelle une poubelle. C'est dommage Mathieu. Hein. En revanche, vous ne pouvez pas être là parce que c'est moi. Et là, logiquement, je me suis plutôt bien servi puisque oui, je me retrouve avec le carré d'as. Donc forcément, je ne peux pas perdre et je rafle la mise. Merci beaucoup.
La maîtrise des cartes et leur contrôle devient une obsession pour Richard. Il en rêve même la nuit. Il rêve qu'il arrive à contrôler les cartes par la force de son esprit. Il rêve qu'il arrive à contrôler le jeu juste en le regardant. Il rêve qu'il arrive à faire bouger le jeu tout seul. Il rêve même de Charlotte. Enfin, de votre carte, Charlotte. Sa technique était tellement affinée qu'on avait l'illusion qu'il ne touchait même pas aux cartes. Mais était-ce vraiment une illusion ? Maîtriser la technique ne vaut rien sur la confrontation aux autres joueurs. Richard Marcus décide alors de partir à Las Vegas. Dès son arrivée, il y rencontre son futur mentor, Joe Clason. Celui-ci est déjà à la tête d'une équipe de tricheurs qu'il lui propose d'intégrer. En écumant les tables de jeu, Marcus peaufine ses techniques et gagne de plus en plus d'argent. Les arnaques s'enchaînent alors dans un rythme de plus en plus effréné. Effectivement, dès son arrivée à Las Vegas, Richard va essayer de gagner sa vie en jouant honnêtement dans les casinos. Seulement, il faut savoir une chose, messieurs, dames, gagner sa vie en jouant honnêtement dans un casino, eh bien, en principe, il y a une règle que vous devez connaître. Généralement, on y perd sa chemise. Et c'est ce qui va se passer. Richard va tomber dans de lourdes difficultés financières qui vont l'obliger à se trouver un job. Et vous allez rire, parce que c'est un job de croupier qu'il va prendre. Et ouais. Ouais, croupier dans un petit casino du nord de Vegas. Vous savez, sur Fremont Street, le vieux Las Vegas. Le Las Vegas un peu crasseux, un peu miteux. Ces casinos à l'ambiance un peu glauque, un peu pesante. Ceux dans lesquels on sait toujours lorsqu'on rentre, mais rarement lorsqu'on ressort. Bref, il s'implante dans le milieu des jeux. Et sa première grande découverte va être de s'apercevoir qu'il est capable, juste comme ça, de séparer les cartes rouges des cartes noires. Et ça ne vous étonne pas plus que ça. Alors, à un détail près, messieurs, dames, c'est que lui, il le fait sans regarder les cartes, juste en les soupesant, en fermant les yeux. Je vous dévoile un secret des cartes à jouer. Il faut savoir que l'encre rouge est plus lourde que l'encre noire. D'accord. Je vois que ça vous laisse un petit peu perplexe. Eh bien, petite expérience, comme le ferait Richard, avec juste quelques cartes. Alors, voyons voir, qui va mélanger les cartes ? Non, pas Mathieu, il a la responsabilité de l'enveloppe, hein, vous vous souvenez, de ne pas ouvrir. Tenez, monsieur, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mélanger les cartes ? Parfait. Voilà, parfait, très bien. Mathieu, il se dit, je ne vais pas me mettre au premier rang, comme ça, je ne me reflerai pas. Eh ben, des fois, la vie est cruelle au deuxième aussi. Hein. Vous avez vu ? C'est dingue. Hein. Ok, c'est bien mélangé ? Parfait. Je vais juste séparer les cartes d'un côté et de l'autre. Les rouges ici, les noirs ici. Si je pose une rouge, Charlotte, vous me dites oui. Si je pose une noire, Mathieu, vous me dites oui. Ok ? C'est bon ? Je ferme les yeux. Et je dirais que c'est une rouge. Oui. C'est ça ? Oui. D'accord. Noir. Oui. Noir. Oui. Noir. Oui. Enfin, c'est pas toujours évident. Rouge. Oui. Non. Faut se mettre d'accord. J'ai des moyens de persuasion sous la table, je vous préviens. Rouge. Oui. Noir. Oui. Rouge. Oui. Noir. Oui. Noir. Oui. Noir. Oui. Noir. Oui. Rouge. Oui. Rouge. Oui. Rouge. Oui. J'ai un doute. Joker. Et un soir, Richard est au bar du casino. En fait, il est tranquille comme ça, d'accord, et il s'entraîne à trier ses cartes.
Et à l'autre bout du bar, eh bien, un homme l'observe, dans l'ombre. Et pour cause, il s'agit du fameux Joe Clayson, celui qui est déjà à la tête d'une équipe de tricheurs. Il repère Marcus. Il voit que chez lui, il y a un gros potentiel de manipulateur de cartes qui peut en faire peut-être un très grand tricheur, voire le plus grand. Alors, il s'approche et il lui montre qu'on peut faire exactement la même chose, mais avec moins de cartes. Avec seulement 4 cartes noires, accompagnées de 4 cartes rouges. Clayson abandonne les rouges sur la table. Garde les noirs en main. Il les éventaille. Et il intercale une rouge entre chaque noir. Une rouge entre chaque noir. Une rouge entre chaque noir. Et enfin une rouge entre chaque noir. Les cartes sont parfaitement intercalées, une sur deux. Aucune manipulation apparente de la part de Clayson, et pourtant ce dernier sépare à la perfection les noirs des rouges. Noir, 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 et enfin rouge, rouge et rouge. Marcus trouve cela très intéressant. Il demande à Clayson comment cela fonctionne. Joe lui explique et lui propose même d'essayer, mais avec moins de cartes. Beaucoup plus facile à suivre. Et l'élève s'exécute sous les yeux attentifs de son nouveau professeur. Et il mélange une rouge, une noire, une autre rouge, une autre noire. La dernière rouge et enfin la dernière noire. Les cartes sont parfaitement intercalées, une sur deux. Aucune manipulation apparente. Et pourtant Marcus comprend la technique du premier coup puisqu'il sépare instantanément les noirs des rouges. Toutes les noires d'un côté, toutes les rouges de l'autre. Mais il faut savoir une chose, messieurs, dames. On dit que parfois l'élève dépasse le maître. Et c'est le cas avec Marcus. Richard réfléchit, se dit, mais si cette technique peut servir à séparer les cartes, elle peut peut-être servir à les mélanger. Alors il prend les noirs d'un côté, les rouges de l'autre, l'une sur l'autre, comme ceci. Aucune manipulation apparente, et pourtant Marcus mélange à la perfection rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, une sur deux, rouge, noir, rouge, noir, rouge et enfin noir. Marcus et Clayson passent donc la soirée ensemble, tous les deux, au bar, à terminer la bouteille de Bourbon, comme deux vrais gentlemen. Enfin non, plutôt comme deux escrocs qui se prennent une bonne cuite, devrais-je dire. Ouais, raide mort à la fin. Et ça y est, Clayson demande à Marcus de travailler pour lui. Richard devient officiellement tricheur professionnel. Et tous les jours, tous les soirs, en rentrant dans son appartement du côté de Fremont Street, eh bien, il s'entraîne à parfaire cette technique, séparer les rouges des noirs, même pendant qu'il les mélange, et sans que cela soit visible. Car il faut savoir une chose, messieurs, dames, un tricheur qui se fait prendre à Las Vegas est sévèrement puni. Comme on dit dans le métier, on lui mène la vie dure. Eh ouais, la nuit, on ne voit pas le désert à Vegas. Et c'est pourtant dans le désert que les problèmes se règlent. Il y a des tas de trous dans le désert. Et il y a des tas de problèmes d'enterrés dans ces trous, oui monsieur. Alors si vous voulez pas finir dans un trou, ne pas créer de problème. Et c'est ce que veut éviter Marcus. Et pour ça, il maîtrise bon nombre de techniques. Oui, dont une bien connue des tricheurs, que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Celle-ci consiste à cacher une carte secrètement dans la main. Attention, je vous dévoile un terme secret. La palmation. Oui, alors c'est une technique hyper dangereuse. Vous pouvez terminer avec les mains cassées à coups de marteau, ou encore un poignard planté à l'intérieur. C'est gai, hein? Ouais. Alors attention, le poignard, le marteau, c'est seulement dans 2 cas, hein, d'accord? C'est lors d'une palmation trop visible, ou lors d'une ouverture d'enveloppe intempestive et interdite. Ça va, Mathieu? Super, parfait. Un tricheur, du nom de Pat Webb d'ailleurs, en avait fait les frais. Pourtant talentueux à l'époque, il faisait parler un peu trop de lui. Il a été dénoncé par l'un de ses complices, la sanction était le marteau. Retraite anticipée. Clayson sait que c'est dangereux d'utiliser ce genre de méthode, mais il envoie quand même Marcus tricher dans des parties organisées par un certain Nicky Santoro, ce caïd de la pègre à main mise sur pas mal de casinos à Vegas. Clayson et Santoro ont eu des démêlés ensemble,
La belle époque où il serrait la main du grand Frank Sinatra est révolue. Clayson n'a qu'une idée, escroquer Santoro. Et il va utiliser Marcus pour ça. Richard met donc au point une toute nouvelle technique de triche. La PPV MSORB. Quoi? La PPV MSORB? C'est facile, c'est la palmation pas visible même si on regarde bien. Ouais, je vous rappelle que c'est une histoire librement adaptée. Et un soir, Richard teste donc cette nouvelle technique. Sur ce pat web, cet ancien tricheur à la main cassée, il est au bar. Il est en train de siroter du whisky, accompagné de jeunes filles de petite vertu. Marcus s'approche. Pat web le dévisage, lui demande qui il est. Richard ne s'étend pas. Il lui demande juste d'être très attentif. Alors Pat Webb se focalise sur les mains de Marcus. Mais celui-ci maîtrise tellement bien la technique qu'il est impossible de voir la carte. C'est seulement lorsqu'il en a besoin que tout simplement elle apparaît sur le tapis. Pat Webb est surpris, Marcus est ravi. Là encore, il n'a rien vu. 2 as ici, 2 as là. Il faut que la technique soit parfaite et la carte est invisible. C'est seulement lorsque Richard en a besoin que tout simplement elle apparaît sur le tapis. Pat Webb est impressionné par autant de facilité, de dextérité dans le geste. Il demande à Richard s'il existe d'autres applications de cette technique. Bien évidemment, on peut dérober les cartes directement sur le tapis ou dans les mains des adversaires. Mieux encore, lors d'une donne par exemple, comme pour cet as. Au nez et à la barbe des autres joueurs. C'est seulement lorsque Richard a besoin de la carte que tout simplement elle apparaît sur le tapis. Ce qui lui permet donc de se donner une main gagnante à chaque fois qu'il le désire. Alors cet ancien tricheur, ce Pat Webb, il laisse Marcus, il se lève, mais juste avant de partir, il lui dit juste « Bravo l'artiste, continue comme ça, et je suis sûr qu'on parlera longtemps de toi dans le métier. » Oh que oui. Toutes ces techniques associées les unes aux autres font de Marcus un gagnant redoutable. Il commence à amasser une véritable fortune, sa légende est en train de naître. Et il entre, messieurs, dames, dans le cercle très privé de ceux qui ont le privilège de serrer la main du grand Frank Sinatra. This town is a lonely town, not the only town like this town. This town is a make-you town or a break-you town. Alors, voyons un petit peu ce que vivent ceux qui osent se mesurer à lui. Et là, il y a Mathieu qui me regarde avec une banane comme ça, il se dit « Tiens, ça va être encore pour ma pomme, il va parler de moi et de l'enveloppe. » Eh bien non, Mathieu, je ne parlerai ni de vous ni de l'enveloppe, n'est-ce pas? Même si c'est ce que je viens de faire, Charlotte, en fait, hein, c'est ça, hein? Ouais, ça va pas très fort, moi, aujourd'hui, en fait, je crois. Monsieur, votre prénom, s'il vous plaît? Christophe, très bien. Et Christophe, qu'est-ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît? Ingénieur. Très bien. Eh bien, Christophe, vous allez incarner l'un des joueurs dans une partie qui a créé la légende de Marcus. Alors imaginez, nous sommes en 1989, une très grosse partie a lieu au Golden Nugget. C'est sur Fremont Street, très vieux casino. Cette partie, elle est non officielle, elle est organisée par Nicky Santoro, le caïd de la pègre. Le pot est énorme. Clayson en a entendu parler. Il envoie donc Marcus tricher pour rafler le pot sans se faire prendre. Richard se rend donc jusqu'au Golden Nugget.
Le taxi le dépose devant le casino. Ce casino fait un angle de rue, comme ça, il est magnifique. Grande enseigne qui clignote. Golden Nuggets. Il rentre, traverse tout le casino, il va voir le directeur. Là, il montre patte blanche. Il est conduit à travers une dédale de couloirs. Il arrive devant une porte de colosse. Bonsoir, bonsoir. On lui ouvre, il découvre la salle. Au centre, une table, 3 joueurs. Une lampe basse qui éclaire. Il y a de la fumée, le cigare, la cigarette qui enfume toute cette salle. Sur la gauche, un bar, des jeunes filles courtes vêtues qui servent du whisky. Bref, Christophe, les parties de poker que vous fréquentez régulièrement. Hein? Ouais. Il s'avance et fait connaissance avec les joueurs. À sa gauche, Bernie Blue. Bernie Blue, le joueur fou. Toujours un calibre sous la table et le doigt sur la détente. En face de lui, Tony Dobbs. Tony Dobbs, le faux calme, un petit nerveux. Un homme de main de Santoro. Appelé aussi la pelleteuse automatique. Vu le nombre de trous qu'il fait à la semaine. Et puis enfin, à la droite de Marcus, Christophe, ingénieur. Alors là, évidemment, la légende ne raconte pas comment vous vous êtes retrouvé là, Christophe, mais vous allez décider aujourd'hui de votre carré gagnant. Je m'explique, ne prenez pas les as ni les têtes, ce serait trop flagrant, mais du 2 au 10, faites-vous plaisir, n'importe quel carré. 8. Carré de 8, vous jouez un peu? Non. Dommage. On aurait pu en parler après. Carré de 8, très bien. Et moi, bien évidemment, Christophe, j'incarnerai Richard Marcus. Et le but de cette démonstration, tout comme il l'a fait en 1989, c'est qu'en 2 mélanges classificateurs, j'arrive à vous distribuer ici en 3e position votre carré de 8. Ok? Votre carré est donc perdu dans le jeu. Aucun contrôle sur les cartes. Marcus mélange. Bernie Blue observe tout le monde, le doigt sur la détente, avec son calibre sous la table. Tony Dobbs essaye de rester calme. Le petit nerveux. Enfin bon, il essaye. Et Christophe, lui, il est cool. Il se dit, moi, carré de 8, normalement, ça va le faire. Eh bien, ça tombe bien, Christophe, voici la donne. Il m'a demandé ici un carré de 8. En 3e position. Si vous touchez votre premier 8, comme on dit dans le métier, vous dites ça sent bon. Premier 8. Au 2e 8, Christophe, le rythme cardiaque s'accélère. Au 3e 8, Christophe, la gorge devient sèche. Vous avez du mal à déglutir. C'est normal. Enfin, au 4e 8, les gouttes de sueur perlent sur votre front. Je le vois de là. Je vous distribue la 5e carte, car le poker se joue à 5 cartes. Mais ça y est, vous avez votre carré. Donc dans sa tête à Christophe, tout est clair et net. C'est all-in, tapis. Car s'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera jamais. Christophe met tous ses jetons au milieu du tapis. Ouais. Mais bizarrement, à ma gauche, Bernie Blue perd les pédales. Il en échappe son calibre et il met tous ses jetons aussi au milieu du tapis. Bizarre, très très bizarre. En face, Tony Dobbs, le faux calme, qui est plus calme du tout, met tous ses jetons également au milieu du tapis. Très bizarre. Christophe, vous êtes en train de vous dire que le piège se referme. Alors effectivement, le piège se referme. Car ici, notre ami Bernie Blue se croit très fort, avec son très beau carré de dames. En face, Tony Dobbs se croit encore plus fort, avec son très beau carré de roi. Ça y est, Christophe, vous avez compris que le pot ne sera pas pour vous aujourd'hui. Ouais. Mais il ne sera pas pour eux non plus, je vous rassure. Car tout comme Marcus, je n'ai pas envie d'une part du gâteau. Non, je veux le gâteau entier avec la cerise dessus. Et le but est escroquer la bande à Santoro dont vous faites partie aujourd'hui. Et pour ça, bien évidemment, personne ne pourra battre mon très beau carré d'as. Merci. Ça peut être effectivement assez dangereux de s'asseoir à une table avec des gens que l'on ne connaît pas. Alors, à part manipuler les cartes, une autre façon de tricher pour Marcus, ça va être de manipuler les mises. Et il va vraiment exceller dans cette discipline. Je m'explique.
les jetons de casino. 3 jetons rouges, 3 jetons de 5 $. Un soir, Richard est assis dans une banquette, il est dans un club de danseuses exotiques. Il est tranquille, il est assis dans une banquette, il réfléchit, il est fatigué. Et à l'autre bout du bar, il y a une jolie jeune fille qui observe et qui regarde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs, dames, mais il y a toujours une jolie jeune fille qui observe et qui regarde. N'est-ce pas, Charlotte? Cette jolie jeune fille à l'autre bout du bar, c'est une danseuse, elle est magnifique. Longue chevelure brune, des yeux verts en amande. Elle saisit un verre de bourbon à la main, elle descend de son tabouret. Elle s'approche de Marcus, elle s'assoit sur ses genoux, elle dépose le verre de bourbon sur la table. Et c'est à ce moment-là que Richard a le déclic. Il trouve sa toute nouvelle technique de triche. Cette technique, il va l'adopter pour la roulette, mais il va la décliner pour le poker, le blackjack et le baccarat. Alors le principe est extrêmement simple, mais très audacieux. Il consiste à cacher un jeton de 1 000 $ sous une pile de 3 jetons de 5 $. La façon dont Richard dépose les jetons rouges décalés un petit peu vers l'avant, comme ceci, eh bien, l'angle de vision du croupier ne permet pas de voir le jeton noir. La bille est lancée, les jeux sont faits, rien ne va plus. Si Marcus gagne, il ne fait rien. Mais non, il se fait payer juste de la totalité de la somme. Pour la petite histoire, je vous laisse quand même faire le calcul. Il déposait cette pile de jetons comme ceci, avec le jeton noir dessous, sur une case compte double. C'est-à-dire qu'il repartait avec plus de 2 000 $. En revanche, si Marcus perd, une habile manipulation lui permet de subtiliser le précieux jeton et de n'abandonner que quelques dollars sur le tapis. Jusqu'à la prochaine tentative. Et dire qu'il trouve cette technique grâce à cette stripteaseuse, cette danseuse. Elle s'appelait... Non. Elle s'appelait Savannah. C'est tout naturellement que ce bluff porte son prénom, le coup de bluff de Savannah. Désolé Charlotte. Et ce bluff contribue à sa légende et à le rendre riche. Très riche. Durant 25 ans, il arnaque les plus grands casinos du monde, tels ceux de Las Vegas, de Londres et de Monte-Carlo. Mais bien mal acquis ne profite jamais. Son dernier bluff le conduit dans une cellule bien gardée. Il profite alors de cette retraite anticipée pour coucher noir sur blanc l'histoire de sa vie. Lui qui jouait avant avec les noirs et les rouges. Là encore, il devient le meilleur et ses livres connaissent un immense succès. À tel point que dès sa sortie, certains casinos font appel à ses services pour débusquer les tricheurs. Bien mal acquis ne profite jamais. C'est ce qui vient d'être dit, n'est-ce pas?
Alors, messieurs, dames, ne croyez pas tout ce qui se dit sur les sites de poker en ligne. Pas mal de sites ont relaté sa biographie, mais ont fait quelques erreurs, je peux vous le dire. Moi, je le tiens de source sûre. Il ne s'est jamais fait attraper. Il est passé à travers toutes les mailles du filet. Les flics des États-Unis entiers lui ont couru après. Ils ne l'ont jamais attrapé. La commission des jeux du Nevada, le FBI, même Interpol, il est venu tricher en Europe. Il s'est retiré, il a pris sa retraite. Il a écrit ses 2 bouquins. Et maintenant, conseiller technique dans les casinos. C'est pas beau, ça? Et ouais. Et je vous assure que Richard est quelqu'un qui arrive à tout prévoir. D'ailleurs, dans son premier livre, Dirty Poker, il en parle. Il dit que l'on peut tout prévoir. Il se met, lui, à l'entrée d'un casino avec le directeur. Il dit, monsieur le directeur, tenez, regardez, on va observer un petit peu. Regardez. 2 qui vont s'asseoir là-bas, cette table-là. Les 2 autres sont allés s'asseoir là-bas. Un groupe de 4. Et regardez, ça commence à communiquer. Prévisible. Compteur de cartes, ça se voit la façon dont il travaille, les gars. C'était prévisible. Par exemple, il arriverait à prévoir si Mathieu va plus parier sur du rouge ou sur du noir, par exemple. Ou si Charlotte va plus parier sur pair ou impair. Bref, il le dit que l'on peut tout prévoir. Et j'aimerais vérifier cette théorie. Mathieu, vous avez toujours l'enveloppe. Vous vous souvenez ce qu'il y a d'inscrit sur l'enveloppe? Oui, c'est le moment où il faut l'ouvrir. Venez me rejoindre sous les applaudissements du public, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mathieu. Approchez-vous, allez-y. Voilà, parfait. Passez derrière la table, mon cher Mathieu. Voilà. Et juste ici, sur la table, sous la caméra, je vous invite sous la caméra, hein, allez-y, pour que tout le monde voit bien, allez-y, sous la caméra, posez, voilà, allez-y. Et là, maintenant, énergiquement, courageusement, rapidement, ouvrez l'enveloppe, bon courage. Hein, c'est ça. Hein. Avouez que c'est quand même dommage d'être si près du but. Pendant tout le spectacle, vous avez dit qu'est-ce qu'elle contient, et là, maintenant... Si, mais attendez, tenez, regardez, je suis sympa. Voilà, selon les pointillés, ne vous coupez pas, hein, très important. Je ne suis pas médecin. Bon. Parfait, Mathieu. Très bien. Versez le contenu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Allez-y, versez le contenu. Voilà. Sortez-le. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes, exactement. Fallait pas non plus attendre une Ford Mustang avec moi, la prod n'a pas les moyens. Hein, donc, voilà. Et j'ai ici un 2e jeu de cartes. Ce jeu, je vous le confie, Mathieu. Faites attention, ça glisse beaucoup. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Voilà, tout le monde va vous applaudir et on va vous raccompagner à votre place. Mon assistant de la journée, merci Mathieu, je vous laisse regagner votre place. Parfait. Une fois arrivé à votre place, Mathieu, vous mélangez ce jeu de cartes, n'est-ce pas? Et Mathieu, je suis là. C'est bon? Quand vous avez fini de le mélanger, vous savez ce que vous faites? Non? Vous arrêtez. Super. Charlotte, vous êtes toujours avec moi? Très bien. Charlotte, dans quelques instants, je vais vous demander de me donner un nombre entre 1 et 52. Attention, ce nombre, ça peut être 1 ou proche de 1, mais je ne veux surtout pas vous influencer. Et l'expérience va être très courte. Mais c'est votre choix. Par contre, ça peut être 52 ou proche de 52, et là, l'expérience va être très longue, mais c'est pareil, je ne veux pas vous influencer. Charlotte. 14. Et c'est bien mélangé, hein. Ouais, super. Mathieu, je récupère. Merci, Mathieu. On va faire un petit jeu ensemble, d'accord? Vous avez eu le jeu de cartes dans les mains, vous avez pu l'inspecter à souhait. Voyons voir. Toc. Très bien. Toutes les cartes sont bien différentes. On est bien d'accord. On va le faire... Ça, c'est la carte de Charlotte, juste là. Marrant, ça. Mathieu, je vais passer mon doigt comme ça. Et Mathieu, vous me dites stop quand vous voulez. Ok, on y va? C'est parti. Ok. 8 de cœur. Ça aurait pu être le 3 de trèfle, le roi de trèfle, le 5 de trèfle, le 5 de pique, le 7 de cœur, le 2 de carreau, par exemple. Ou encore le 4 de carreau, le 6 de trèfle, le valet de cœur. Enfin bref, ça aurait pu être n'importe quelle carte. Vous êtes d'accord avec moi? 8 de cœur. Parfait. Charlotte, est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Voilà, juste dans l'allée, vous mettez comme ça face à moi, et vous marchez un petit peu, monsieur va... Voilà, comme ça, vous marchez un petit peu, tenez, regardez. Donnez-moi la main, Charlotte, montez sur la scène, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, applaudissez Charlotte qui me rejoint spontanément sur scène. Vous avez vu? C'est dingue, hein? Asseyez-vous, Charlotte, je vous en prie. Voilà, très bien. Charlotte, il y a quelques instants, je vous ai demandé de penser à un nombre entre 1 et 52. Est-ce que vous avez ce nombre en tête? 16. Combien? 16. 14, vous avez dit, non? C'est pas ça? Ah bah, on reste sur ce que vous avez dit. Bon. C'est ça, non? 14. Ça signifie quelque chose pour vous? Ah bon, d'accord. Très bien. Ok. 14. Ici, j'ai un jeu de cartes. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui? Bon. Très bien. Ce jeu de cartes, je l'ouvre devant vous. Hein, comme ça, au moins, pas de tricherie. Regardez bien. Je le dépose là. Un étui en carton. Le plus important, c'est qu'il est dans un étui en acier. Mais ce qui est encore très important, c'est qu'il était dans une enveloppe confiée à... comment il s'appelle? Mathieu. Depuis le départ. Je n'ai donc pas pu modifier l'ordre de ce jeu. Vous êtes d'accord avec moi, Charlotte? Ok. Mathieu a choisi 8 de cœur. Vous avez dit 14, 16. Vous auriez pu dire 32. Vous ne voulez pas dire 52, non? D'accord.
Donc on reste sur 14. Super. Voilà ce qui va se passer, Charlotte. Quand je vais compter 1, vous allez retourner la première carte sur le côté comme ça. Sur le compte de 2, vous retournerez la deuxième. Sur le compte de 3, la troisième. Sur le compte de 4, la quatrième. Sur le compte de 5, la... J'ai une vie passionnante, hein. Je sais. Mais vous allez faire ça en me suivant, Charlotte, d'accord? Allez-y en me suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. C'est mon côté monk, vous avez un petit peu psychorigide. 6, 7, 8, 9, stop. Charlotte, est-ce que vous sentez le frisson qui passe dans la salle et qui revient jusque-là? Hein? Eh ben c'est normal, c'est la clim. 11, 12, 13 et stop. Voici la 14e carte, vous la décalez du bout du doigt comme ça, sans la retourner. Voilà, super Charlotte, vous êtes parfaite. Je vous débarrasse du jeu. Et voici Charlotte, mesdames et messieurs, la 14e carte de ce jeu qui était dans l'étui en carton, dans l'étui en acier, mais le plus important, dans une enveloppe scotchée confiée à Mathieu depuis le départ. Mathieu a choisi le 8 de cœur, vous avez dit 14. Spontanément. On est bien d'accord que tout ça, le jeu, je n'ai pas pu modifier l'ordre de ce jeu. Petit récapitulatif des faits, Charlotte. Richard Marcus a écrit 2 livres, Dirty Poker, American Roulette. Dans Dirty Poker, il dit que l'on peut tout prévoir. Pouvions-nous prévoir que Mathieu allait choisir le 8 de cœur? Pouvions-nous prévoir que vous alliez dire 14? Personnellement, je n'y crois pas non plus. Mais il faut savoir une chose, messieurs, dames. Charlotte, Richard Marcus n'est pas un homme qui croit. Non. Richard Marcus est un homme qui sait. Allez, Charlotte, ces applaudissements, ils sont pour vous. Allez, je vous laisse redescendre par là. Merci beaucoup. Alors, je sais que certains ou certaines d'entre vous, eh bien, vont penser que c'est de la chance. Alors, effectivement, vous n'avez pas tort. La chance, elle a une part au jeu. C'est vrai. Au casino, vous avez une part de chance. Et c'est marrant parce que dans son deuxième bouquin, il y a une anecdote sur Richard Marcus, comme quoi, lorsqu'il était dans les casinos, il prenait un jeu de cartes comme celui-ci, il passait derrière le bar, il connaissait bien le personnel, et il jouait avec les clients qui étaient là. Il s'amusait avec eux, voir s'ils avaient de la chance. En fait, il déposait une carte face en bas sur le comptoir, et il leur demandait de quelle carte il s'agissait. S'ils arrivaient à trouver de quelle carte il s'agissait, boum, il leur disait, vous avez de la chance, allez jouer. Les gens allaient jouer, jackpot. Vous les connaissez ensemble? Ouais. Ça va vous donner envie d'aller jouer peut-être après. Voyons voir. Je vais... Une carte. Hein. Je vais déposer juste une carte sur le tapis, comme le faisait Richard, sur le comptoir, ici, et voyons voir. On va essayer de trouver de quelle carte il s'agit. Madame, oui, vous qui froncez les yeux comme ça. À votre avis, de quelle carte il s'agit? Ah, c'est une belle carte. C'est vrai que j'aurais pu redéposer le 8 de cœur, mais non, j'ai pas tenté le 8 de cœur. Ça aurait peut-être été un peu trop facile, vous voyez. Bon, c'est pas grave, on va le retrouver ensemble. Normalement, je pense qu'on doit pouvoir faire une coupe, une deuxième coupe, et normalement, on retrouve le 8 de cœur. C'est pas mal. Effectivement, le gars qui fait ça, je l'applaudis moyen aussi, voire pas du tout. Vous avez raison. Monsieur, non, gardez-les pour la fin, vous avez raison. Ou monsieur, à votre avis, quelle est cette carte? Le roi de trèfle. Pas de chance, c'est pas le roi de trèfle non plus. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se le retrouver ensemble. Le roi de trèfle, c'est un roi, hein, un roi, R-O-I. Vous savez comment c'est écrit? R-O-I, roi. Regardez, R-O-I, et normalement on tombe sur une carte, le roi de trèfle. Ouais, c'est pas simple hein, du tout. Hein. Monsieur, à votre avis, quelle est cette carte? Un valet de trèfle. Un valet de trèfle. C'est pas mal aussi comme carte, mais c'est pas non plus le valet de trèfle. Hein. On va essayer de... Vous dites que vous n'avez pas de chance, mais si vous inquiétez pas, on va le retrouver ensemble. Tiens, c'est du trèfle. Trèfle, T-R-E-F-L-E, et normalement on tombe sur une carte, le valet de trèfle.
Et là, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas de chance, n'est-ce pas? Ah oui. Mais si, tout le monde a de la chance. Moi, j'ai la chance de faire un métier extraordinaire. J'ai la chance de jouer mon spectacle ici, en Avignon, pour la 3e fois. Mathieu a de la chance, on s'est rencontrés grâce à cette enveloppe, c'est vrai? Mais non, c'est vrai. Charlotte a de la chance, on s'est rencontrés grâce à cette expérience. Christophe, un petit peu moins de chance. Il repart, il est un petit peu fauché, mais vous avez fait une partie d'anthologie. Bref, nous avons tous de la chance. Cette chance, elle est là. Il faut savoir la provoquer, je vous assure. Et si on arrive à cumuler nos chances les unes aux autres, on peut faire quelque chose de grandiose qu'on va faire maintenant. Madame, vous avez choisi la carte au départ, vous avez dit une carte au départ. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, n'importe quelle couleur. Comment? Vous voulez pas changer, non? Vert? Alors c'était bien parti, par contre. C'était super bien parti. Hein, ah, moi je ne l'ai pas dit. Hein. C'est votre voisine. Hein. Non, c'est noir ou c'est rouge. Si, mais c'est que j'essaye de vous influencer sur... Non, on reste sur noir. Allez, on reste sur noir. Qui a participé après? Monsieur, hein, je crois. Hein. Dans les noirs, c'est pique ou c'est trèfle? Oui. Ouais, bon, ok, pique. On va rester sur pique alors, et enfin dans les piques, monsieur, une carte à pique, n'importe laquelle. Le 2 de pique? Ah, ça c'est pas mal. Vous vous souvenez qu'au départ, j'ai réussi à couper sur les cartes comme ceci et à les faire remonter sur le dessus du paquet. Eh bien, c'est marrant, mais pas pour celle-ci. Ça, c'est étonnant. Non, pas pour celle-là. Je crois qu'aujourd'hui, messieurs, dames, j'ai eu la chance d'avoir un public chaleureux, talentueux et fabuleux, qui a eu lui aussi la chance de trouver ce que je cherchais depuis le départ. Une carte, une seule. Aujourd'hui, Richard Marcus est officiellement retraité. Au cours de sa carrière, on estime qu'il a amassé plus de 5 millions de dollars. Pour lui, tricher n'était finalement qu'un métier ordinaire, comme celui de magicien. D'ailleurs, ces deux activités ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. Pour certains, un tricheur est un magicien qui a mal tourné, et un magicien est un tricheur honnête. Tous les deux ont cependant en commun ce goût pour l'adrénaline. C'est une drogue dangereuse et addictive. Et une fois que l'on a commencé, on ne peut plus s'en passer. Merci. Quelle vie, hein, n'est-ce pas, hein? Quelle vie et quelle carrière. Et vous vous posez la question, pourquoi aujourd'hui j'étais là, ici, dans ce théâtre, à vous raconter la vie de ce Richard Marcus? Eh bien tout simplement, messieurs, dames, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer une fois dans ma vie. Ouais, une fois. Et j'ai décidé de raconter son histoire. Et son histoire, vous savez, elle tient dans pas grand-chose. Non. Son histoire, elle tient dans ce petit paquet de cartes. Ce sont ses cartes fétiches. Celle auquel il tenait le plus, celle dont il ne voulait surtout pas se séparer. Seulement, lorsque nous nous sommes rencontrés, un petit Frenchie qui rencontre un Américain, il m'a lancé un défi. Nous avons fait un pari. Je vous laisse deviner qui a gagné. Alors ces cartes, vous allez comprendre, elles sont un peu spéciales puisqu'elles sont toutes différentes. Toutes. Elles viennent de partout, de tous les casinos. Richard avait une manie, c'était de dérober une carte dans chaque établissement où il passait, ou dans chaque partie de poker où il allait jouer. C'était peut-être un toc, je ne sais pas, enfin bref. Elles ont toute une histoire, je ne vais pas vous raconter une histoire pour chacune, mais il y en a certaines sur lesquelles elles méritent vraiment qu'on s'arrête. Alors une dernière fois, imaginez, nous sommes à Las Vegas. Vous êtes sur le strip, il fait nuit, les anciennes clignotent de partout. Et en vous baladant, vous pouvez tomber sur des casinos assez incroyables. Comme le... Ah yes, le Circus Circus. Je vous ai parlé de casino à l'ambiance un peu glauque, un peu pesante tout à l'heure. Eh bien, il en fait partie de Circus Circus. À l'intérieur, vous avez un chapiteau de cirque qui est monté avec les artistes qui font leurs numéros à longueur de journée. C'est incroyable, incroyable. Aucune horloge, vous oubliez le temps, c'est un vrai labyrinthe. Si vous trouvez la sortie, tant mieux pour vous. Bon,
admettons, vous ressortez, vous obliquez sur la droite, vous continuez sur le strip, vous montez, et à un moment donné, vous allez tomber sur des fontaines superbes, un casino magnifique, le Bellagio. Alors lui, il est célèbre parce qu'il est mythique, il a été construit sur les ruines d'un ancien casino, le Dunes. Le Dunes, dans les années 70, c'était le casino dans lequel on pouvait voir Sammy Davis Jr., Elvis Presley, Frank Sinatra venir faire la fête après leur spectacle. Mieux que ça, ils privatisaient le casino. Si ça, c'est pas la classe. Alors ils ont rasé le Dunes et ils ont monté le Bellagio. C'est aussi là qu'a été tourné le célèbre film Ocean's 11. Brad Pitt, George Clooney. What else? Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah, le Golden Nugget. Alors là, on n'est plus sur le strip, on est sur Fremont. Fremont Street, le vieux Las Vegas, le nord. Si ce n'est le plus vieux, c'est un des plus vieux casinos puisqu'il a été construit en 46 ou 47. Et lui, il est célèbre pour sa très grande collection de pépites d'or dont la plus grosse est toujours exposée dans le hall et fait plus de 25 kilos pièce. Vous imaginez un peu? J'adore cette ville. Il y a des parties privées aussi. Vous voyez, quand il n'y a rien au dos. Par exemple, ça, c'est une partie privée. Partie privée encore. Bon, il y a des fois, c'est un peu trop privé. On va arrêter là. Et puis, il y a ce 2 de pique et ce 2 de trèfle face en l'air et vous vous demandez pourquoi. En fait, ce sont les cartes porte-bonheur de Marcus. Oui. Je sais qu'on est loin de la Ken Flush royale du départ, même du carré d'As, ou du carré de 8. Mais je vous assure que cette paire de 2 lui a toujours porté bonheur. Et j'aimerais voir à qui elle va porter bonheur. Messieurs, dames, ici au premier rang, vos prénoms, s'il vous plaît. Vincent et... Comment? Clélia. Clélia et Vincent. On va jouer avec Clélia. Je passe les cartes comme ça, Clélia, et vous me dites stop quand vous voulez. Ok. Vincent, même chose, je passe les cartes comme ça, Vincent, et vous me dites stop quand vous voulez. Ok. Vérifions les endroits, les similitudes qu'il y a, là où vous m'avez dit stop tous les deux. Clélia, donc ici, et Vincent, ici. Ça c'est, regardez. Regardez comme c'est étonnant. Être venus ensemble. Ouais. Non, parce que sinon vous allez repartir ensemble, c'est aussi ça la joie des spectacles. Clélia, vous êtes arrêté sur un dos bleu Las Vegas, et Vincent sur un dos rouge Las Vegas. Hein? Étonnant, non? Non, mais c'est pas le plus étonnant, hein, je vous rassure. Clélia, vous êtes arrêté sur un dos bleu Las Vegas. Ben, le 2 de trèfle de Marcus. C'est marrant parce que c'est aussi un dos bleu Las Vegas. Ah ouais. Quant à vous, Vincent, vous êtes arrêté sur un dos rouge Las Vegas. Ben, le 2 de pique de Marcus, c'est aussi un dos rouge Las Vegas. Hein? Ouais. Ah, c'est pas le plus étonnant. Non, je vous assure. Clélia, vous êtes arrêté sur un dos bleu Las Vegas. Le Marcus, son 2 de trèfle, dos bleu Las Vegas. Ben, c'est marrant parce que là, c'est aussi un 2 de trèfle. Ouais. Quant à vous, Vincent, vous êtes arrêté sur un dos rouge Las Vegas. Le 2 de pique de Marcus, dos rouge Las Vegas. Ben, là, c'est aussi un 2 de pique. Eh ouais, là. Mais c'est pas le plus étonnant. Non. Non. Le plus étonnant, Clélia, Vincent, c'est de m'avoir arrêté sur le seul 2 de pique, 2 de trèfle, à dos bleu et rouge, les cartes porte-bonheur de Marcus, parce que lui, quand il dérobait une carte, il ne dérobait que des 8 de cœur. Et ça, c'est vraiment étonnant. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements au son et à la lumière pour mon ami et régisseur Karl, s'il vous plaît.